Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invité aujourd'hui est le porte-parole du Parti socialiste, Eduardo Riancipel. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le député socialiste de Seine-et-Marne et votre histoire personnelle est singulière puisque vous êtes né au Brésil, de parents brésiliens. Vous êtes arrivé en France à l'âge de 10 ans et vous avez été naturalisé français en 1998. Vous avez bientôt 40 ans, c'est bien ça? Oui. Voilà. Et vous dites, la République a fait de moi ce que je suis et député de la nation, je veux rendre à la France ce qu'elle m'a donné. Vous êtes donc particulièrement sensible aux questions relatives à l'immigration, à la question de la nationalité. Et vous êtes également secrétaire national du Parti socialiste pour les questions de défense, qui sont des questions particulièrement sensibles en ce moment. Et alors ce jeudi, donc les 130 000 militants, on verra quel est le chiffre exact du Parti socialiste, votent pour les différentes motions en vue du congrès de Poitiers. Celui-ci s'annonce assez agité peut-être, en effet, la politique du gouvernement ne fait pas, on le verra, l'unanimité parmi vos militants. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux chrétiens par Corinne Laurent pour La Croix. Bonjour. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Benjamin Rosier pour RCF. C'est Corinne Laurent qui pose la première question. Alors, comment va le Parti socialiste? On a l'impression qu'il est un petit peu fermé, recroquevillé sur lui-même après cette campagne interne pour l'émotion. Eduardo Riancipel. Je sens que le parti va bien, mais il y a des interrogations. Vous savez, les socialistes sont des Français presque comme les autres ou comme les autres. Les doutes qui peuvent exister relatifs à la situation du pays sont aussi des doutes et des interrogations qui existent dans la tête des militants socialistes. Mais en même temps, je sens que les militants socialistes ont d'avoir envie et d'aller au combat. Ils veulent que notre quinquennat soit une réussite. Ils veulent que le président de la République et que le gouvernement réussissent. Et ils veulent aussi que le Parti socialiste puisse peser dans la politique nationale. Donc c'est un parti qui s'interroge. Et aujourd'hui, c'est un parti aussi qui est tout simplement dans un moment de démocratie interne, puisque c'est un moment important, le Congrès. Nous votons aujourd'hui pour décider de l'orientation politique que nous donnons à notre famille politique et donc de la direction qui en sera issue. Juste une question, vous avez combien de militants aujourd'hui au Parti socialiste? Nous avons, je crois, à jour de cotisation, ouais, autour de 120 000 ou 130 000 militants. Donc nous verrons ce soir la participation, qui est un élément important pour voir l'état de mobilisation au sein de notre famille politique. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Alors, les médias se sont fait l'écho d'une certaine fuite d'un certain nombre de militants. On verra aujourd'hui. On peut imaginer que ceux qui restent, c'est ceux qui sont encore attachés au Parti socialiste et donc qui sont moins contestataires. Ou c'est une mauvaise analyse? Non, je crois qu'il n'y a pas de fuite des militants. Il y a en réalité une dynamique plus faible. Parce qu'il y a la situation politique qui est difficile. Il y a aujourd'hui des doutes, je vous le disais, il ne faut pas les cacher, dans la tête aussi des militants socialistes. Et quand vous êtes dans une phase un peu de reflux, quand il y a des défaites, quand il y a une violence politique comme on le voit dans le pays, eh bien cela mobilise un peu moins les socialistes. Et quand il y a aussi des divisions. Les militants socialistes n'aiment pas que les socialistes se divisent, encore moins que le gouvernement de gauche se divise. Donc la fronde est aussi un facteur de fuite des militants. Mais ce soir, étant un moment important, je suis certain qu'il y aura de très nombreux socialistes qui viendront voter parce que c'est le vote le plus important, celui qui décide de l'orientation politique de notre famille et de la direction. Corinne Laurent, La Croix. C'est toujours plus difficile pour un parti d'exister quand il est au gouvernement, mais est-ce que le Parti socialiste ne pourrait pas avoir une expression plus forte malgré tout, parce que ça lui permettrait à ses électeurs de gauche de se retrouver? Vous avez raison, c'est l'enjeu, je crois, de ce congrès et du vote d'aujourd'hui. Le vote pour l'émotion est un moment où, je crois que ce congrès, en réalité, l'enjeu principal, c'est de savoir si on veut que le Parti socialiste pèse dans la société française, dans le débat politique national, mais aussi pèse vis-à-vis du président de la République et du gouvernement pour pouvoir infléchir un certain nombre de choses, pour pouvoir défendre les idées qui sont celles de la majorité des socialistes. C'est la raison pour laquelle, moi, je soutiens le premier secrétaire sortant, Jean-Christophe Cambadélis, qui a rassemblé largement autour de lui, de Manuel Valls à Martine Aubry, en passant par Gérard Collomb et Vincent Peillon, dont je suis l'un des représentants, Pierre Moscovici, Julien Drey, qui est un leader historique de la gauche du parti, est avec nous, parce que nous voulons un pôle majoritaire fort. On propose aux militants d'avoir un parti socialiste qui soit audible,
audible des électeurs de gauche, d'abord socialistes mais de toute la gauche, un parti socialiste qui pèse sur le débat national, qui soit à l'avant-garde, et pour peser, vous avez besoin d'une majorité forte. Et pour être aussi entendu du président de la République comme du gouvernement, vous avez besoin d'un bloc majoritaire qui pèse. Je crois que c'est l'enjeu de ce congrès et c'est ce que nous proposons avec notre motion A autour de Jean-Christophe Cambadélis. Benjamin Rosier, RCF. Vous parlez d'un parti socialiste qui doit peser, il faut du coup qu'il soit uni. Vous parlez de division, est-ce qu'on n'est pas d'abord sur des scissions maintenant idéologiques plus que sur des divisions internes? Quand vous regardez les textes des 4 motions, vous n'avez pas tant de différences idéologiques que cela. Sur la question de la réorientation, par exemple, des aides aux entreprises, de la baisse des charges, des cotisations, les 15 milliards restants, par exemple, sur le pacte de responsabilité et le CICE, pour les 2 dernières années du quinquennat. Nous proposons, avec Jean-Christophe Cambadélis, de les réorienter vers l'investissement productif, privé comme public, vers l'innovation, plutôt que de le donner sans aucun critère, comme on l'a fait au début du CICE. CICE, pour une question simple, c'est parce que tout le monde n'a pas joué le jeu. La majorité des entreprises n'ont pas joué le jeu en termes d'embauche, en termes d'investissement et en termes de pouvoir d'achat et de salaire. Donc je crois qu'aujourd'hui, très clairement, il n'y a pas de différence fondamentale, sans quoi on ne serait pas un parti socialiste unique. Il y a des divergences, elles ne sont pas suffisantes pour créer une séparation, etc. Mais je crois qu'aussi l'enjeu de ce congrès, il est assez simple. Est-ce qu'on dit stop ou encore à la fronde? Est-ce qu'on dit stop ou encore à la crise entre le Parti socialiste et les socialistes et le gouvernement? Je crois qu'il faut tourner cette page et en donnant une majorité forte au Parti socialiste, à travers la motion A de Jean-Christophe Cambadélis, ce sera un moyen de dire stop à la fronde qui a fait beaucoup de dégâts et qu'on tourne la page et qu'on se rassemble pour les 2 dernières années du quinquennat parce que la réussite de François Hollande est notre priorité. Et l'installation d'une vraie embellie économique, avec ses premiers signes là, de reprise, ça y aidera? Vous pensez que c'est d'abord aussi lié au contexte économique difficile et avec ces destructions d'emplois qu'on connaît? Vous avez raison, c'est un facteur important auquel les socialistes sont sensibles. Ça va un peu mieux, ça va même beaucoup mieux. Nous avons un horizon de croissance qui commence à se dessiner, même si cela reste fragile, il faut rester prudent. Mais vous avez ces 0,6% de croissance au premier trimestre, donc qui sont très importants pour la suite. On commence à avoir des perspectives de sortie de crise très nettes, et donc la possibilité de faire repartir l'emploi à la hausse et le chômage donc à la baisse. Donc quand même, ce n'est pas au moment où ça commence à aller mieux, où tous les signaux commencent à passer du rouge à l'orange et bientôt au vert, qu'on va créer des difficultés supplémentaires au président et au gouvernement. C'est le moment pour que les socialistes tournent la page, c'est le moment de se rassembler, et moi je dis les choses de manière très simple. Un parti socialiste qui est audible et qui pèse dans le débat politique, qui pèse aussi vis-à-vis de la politique du gouvernement, c'est un parti socialiste qui peut disposer d'une majorité forte. Si on sort fragmenté, émietté, comme on est sorti au congrès de Reims en 2008 avec chacun des blocs de 30 ou de 25%, eh bien on sera inaudible et on ne fonctionnera qu'à huis clos à nous parler à nous-mêmes. Donc je crois que c'est un enjeu déterminant, le vote d'aujourd'hui, pour la suite du quinquennat, pour sa réussite et pour que la gauche continue d'être audible et majoritaire dans le pays. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Vous parliez tout à l'heure vous avez besoin d'un score majoritaire assez net. C'est quoi la barre pour vous, le seuil? C'est Édouard Dorian-Sipel. 50%, beaucoup plus que 50% ou... Je pense qu'il y a un enjeu d'obtenir la majorité absolue tout seul. Donc obtenir 50% avec Jean-Christophe Cambadélis minimum. Cela dépend beaucoup de la participation, nous en avons parlé tout à l'heure, parce que ce n'est pas la même chose que d'avoir 50 000 militants qui votent ou d'avoir plutôt 80 000 militants qui votent ce soir. Une abstention? Oui, je pense que... Une forme de protestation silencieuse, en quelque sorte. Je pense qu'il y a un enjeu. Ouais. Et je dis à mes camarades socialistes que quand on est militant d'un parti politique, d'une autre en l'occurrence, on doit aller voter. C'est le moment de s'exprimer. Et pour un militant, s'abstenir, ça n'a pas beaucoup de sens. Il y a un enjeu à mobiliser, c'est vrai. Moi, je passe mes semaines autant que je peux, parce qu'on a aussi du travail comme parlementaire et sur le terrain. Mais à chaque fois que je peux, bien entendu, j'essaye de motiver les camarades. Mais je sens qu'il y a une mobilisation. Je le vois dans ma section à Torcy, en Seine-et-Marne. Les camarades seront plutôt mobilisés. La 50aine de militants de ma section iront voter très largement, presque en totalité. Donc oui, il y a un enjeu de mobilisation. Mais là, je vous le dis, les divisions, ce sentiment un petit peu que le parti ne peut pas être audible, etc., sont des facteurs de démobilisation. Mais la campagne qui a été menée, je crois que c'est une campagne qui pourra quand même nous donner une participation correcte
à la fin de la nuit ce soir. Corinne Laurent-Lacroix. Oui, on a l'impression qu'un congrès sans François Hollande, c'est pas vraiment un congrès. Et est-ce que finalement, c'est peut-être une inquiétude pour l'Élysée, cette question de la mobilisation, et c'est sans doute pour cette raison que François Hollande est allé sur le terrain, parler à des élus, rappeler sa promesse de redistribution, ouvrir la porte à un prélèvement à la source sur l'impôt sur le revenu. Et ce sont des petits cadeaux juste avant le vote ? Non, ce sont des idées que nous portons depuis un moment. C'est vrai, vous avez raison, avec Jean-Christophe Cambadélis, nous proposons de commencer au plus vite la création de cet impôt, le prélèvement de l'impôt à la source, qui est une clarification, à mon avis, utile. C'est un peu un serpent de mer, quand même. Pour tous les Français. On sait que c'est compliqué, on sait qu'il faut le faire, on hésite, bon. Tous les grands projets sont des serpents de mer. Et toutes les grandes réalisations demandent du temps pour qu'on puisse les faire. Mais si on commence dès maintenant à réfléchir à une façon intelligente de faire ce prélèvement à la source, je crois qu'on rendra service à la France et aux Français, à clarifier à chacun la position vis-à-vis de l'impôt. Et moi, je suis heureux d'entendre le président de la République rappeler qu'il faudra le faire. Moi, je suis heureux quand le président de la République s'adresse aussi à ceux qui sont membres de la famille à laquelle il appartient toujours. Il est président de tous les Français. Oui, mais précisément, il n'est pas chef de parti. Ces membres de la famille, chacun sait d'où il vient et quelle est son histoire. Il ne la cache pas. Mais précisément, ces membres de la famille semblent lui reprocher de ne pas avoir réalisé un certain nombre de ses promesses qu'il renouvelle aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un peu curieux ? Il revient à la charge pour renouveler ses promesses, mais en même temps, il les a pas tenues. Est-ce que les militants ne peuvent pas, à bon droit, être un peu désorientés quand même ? D'abord, je pense que si nous sommes majoritaires ce soir, ça veut dire que vous avez une majorité des socialistes qui soutiennent de manière déterminée le président de la République. Mais vous savez, on n'est pas des bénis oui-oui non plus autour de Jean-Christophe Cambadélis. Nous avons cette loyauté qui est nécessaire, cette fidélité au président, au gouvernement, mais nous avons aussi un regard critique, nous avons des idées à porter, mais nous voulons les faire dans quelque chose de constructif, dans un dialogue qui ne soit pas simplement un monologue de la fronde avec, d'autre part, le gouvernement, etc. Ça ne marche pas. Il faut tourner la page de cet échec et de cette séquence qui a été pour moi un échec, d'arriver comme ça avec une fronde. Je rappelle qu'elle a toujours été minoritaire au sein du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. C'était une quarantaine de députés maximum dans son paroxysme. Il y avait toujours 250 députés socialistes pour soutenir. Et encore une fois, moi j'ai entendu hier un président de la République qui disait tout simplement qu'il était cohérent avec son discours du Bourget. Il le disait d'une manière d'ailleurs avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de distance, très présidentielle par ailleurs. Mais il disait, bon, ceux qui veulent me donner des leçons sur le discours de Bourget, vous êtes gentils, je sais non seulement ce que j'ai dit, lisez ce que j'ai dit, et vous verrez que je suis tout à fait cohérent. 2 premières années de redressement au début, et ensuite vers la fin, la redistribution. Il rappelle simplement l'évidence à ceux qui veulent lui faire la leçon sur le discours du Bourget. Il vaut mieux toujours interroger ceux qui font les discours et qui les écrivent, plutôt que les exégètes extérieurs. C'est toujours une meilleure façon d'appréhender la réalité des choses. Benjamin Rosier, RCF. Alors on dit aussi beaucoup que François Hollande est déjà en campagne. Bon, on pense au régional bien sûr, mais surtout à 2017. Est-ce que là, la motion qui sortira vainqueur, le premier secrétaire, l'objectif ce sera aussi de pouvoir être compatible sur un rassemblement à gauche en vue des futures échéances électorales ? On le sent sur les régionales et bien sûr pour 2017. Oui, vous avez raison. Quand on fait de la politique, il faut regarder la situation politique, et y compris le congrès des socialistes, on ne le fait pas à vide. On va vous regarder. Il y a une situation dans le pays, avec le Front National, qui est en forte dynamique, avec une droite qui, en grande partie, se radicalise. Regardez les discours de Nicolas Sarkozy, qui sont particulièrement violents. Et quand vous avez ce bloc réactionnaire, comme nous le définissons autour de Jean-Christophe Cambadélis, vous devez être lucide sur la situation. Et par conséquent, cela appelle en effet à ce que la gauche ne soit pas dispersée. Et le rassemblement de la gauche, on l'a vu aux élections cantonales et départementales récemment, est une nécessité si l'on veut que nos électeurs soient représentés au second tour. Je doute que même les électeurs du Front de gauche aient envie d'être totalement absents d'un second tour. On a vu même au cantonal, aux élections départementales, des électeurs du Front de gauche se remporter massivement, au-dessus de 80%, sur les candidats socialistes qui étaient qualifiés pour le second tour. Il y a un risque d'élimination de la gauche au premier tour, y compris lors de la présidentielle, d'abord au régional. Et donc nous avons une responsabilité de rassembler la gauche, de pouvoir peut-être même porter une candidature unique
du président de la République avec les écologistes dès le premier tour, parce que le Front National guette, et c'est ce que nous disons, c'est l'alliance populaire que porte Jean-Christophe Cambadélis dans notre motion, c'est cette belle alliance qui rassemble, qui a une responsabilité particulière pour ne pas laisser la gauche éliminée. Je vous le dis, si la gauche, dès le premier tour, si la gauche est éliminée au premier tour, ce sera une disparition durable des forces de gauche, avec une ultra-fragmentation du champ politique à gauche. Ce n'est pas ce que souhaitent aujourd'hui les électeurs de gauche. Donc nous devons être responsables. Et pour rassembler, il faut aussi un parti socialiste fort, qui ne soit pas émietté avec un bloc majoritaire. Je n'ai jamais connu un PS capable de rassembler au-delà de lui-même lorsqu'il y a différents bouts de motions comme ça fragmentés. Il faut une majorité forte pour être en capacité d'entraîner une dynamique aussi bien à gauche que dans l'ensemble du pays. Une dernière question brève pour une réponse brève de Alain Baron. Concernant les régionales, vous trouvez normal que M. Barthelone se présente comme candidat dans l'Île-de-France tout en cumulant sa charge de président de l'Assemblée nationale? C'est compatible? Édouard Dorian-Sipel. Oui, c'est compatible. On a déjà connu cela. Je crois que les choses elles seront très claires. Nous avons d'ailleurs des règles, des lois qui déterminent la compatibilité et les incompatibilités. Je suis très heureux de la candidature de Claude Barthelone pour la région Île-de-France. Il a une très grande capacité, une très grande énergie, y compris pour rassembler la gauche. Je crois que c'est le meilleur candidat aujourd'hui que nous pouvons avoir pour conserver cette région à gauche et continuer des politiques de progrès en direction tout simplement des Franciliens. Et on aura aussi besoin de Jean-Paul Huchon, qui sera président jusqu'à la fin de l'année, pour tout simplement rassembler tout le monde. Et je suis heureux que le rassemblement ait lieu là aussi. C'est important, sans quoi il n'y a pas de victoire possible. On vous a bien compris, Édouard Dorian-Sipel, mais la question était, doit-il rester au perchoir, Claude Barthelone? Je crois qu'il a dit les choses de manière très claire. Pardon d'avoir pas répondu, ce n'était pas pour esquiver. Je pense que Claude Barthelone l'a déjà expliqué. Dès lors qu'il sera en campagne, il ne présidera plus les séances de questions au gouvernement. Il a des vice-présidents pour cela. Et les choses seront clarifié, il faudra bien distinguer le rôle de président de l'Assemblée nationale pour qu'il n'y ait aucun conflit d'intérêts avec le candidat à la région Île-de-France. C'est le minimum, c'est même la loi. Et je sais que Claude Barthelone sera très exigeant sur le sujet. Très bien, nous allons marquer une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité aujourd'hui, je vous le rappelle, est le porte-parole du Parti socialiste, Édouard Dorian-Sipel, député de Seine-et-Marne. À tout de suite. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec notre invité, le député socialiste de Seine-et-Marne, Édouard Dorian-Sipel. Il est interrogé dans cette édition par Corinne Laurent pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Benjamin Rosier pour RCF. C'est Benjamin Rosier qui pose la première question. Alors la réforme du collège, donc on en parle beaucoup cette semaine. On a l'impression que c'est un comble, cette majorité qui était présentée comme la majorité soutenue par les professeurs, le premier gouvernement Ayrault aussi. Aujourd'hui, une majorité d'entre eux conteste cette réforme du collège. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que nos professeurs sont des conservateurs invétérés, idéologues? Et on peut aussi rappeler dans la série des paradoxes que l'enseignement catholique soutient cette réforme. Donc ce gouvernement se retrouve contre ses profs et avec l'enseignement catholique. C'est quand même paradoxal, non, Édouard Dorian-Sipel? Je suis heureux que l'enseignement catholique soutienne la réforme. Et je ne crois pas qu'il y ait une majorité de profs et d'enseignants qui soient contre la réforme. Il y a eu moins de 30% de grévistes. Je les respecte, mais je ne suis pas d'accord avec eux, même si je entends les inquiétudes d'une partie du monde enseignant qui n'est certainement pas majoritaire. Il y a du conservatisme partout. Il y en a chez les enseignants, il y en a à gauche, il y en a au Parti socialiste. Et c'est la raison pour laquelle il faut avoir la force de pouvoir innover. Quel est le sujet de la réforme du collège? Bonne question. On est parfois un peu... Et revenons à des vérités. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de manipulation, beaucoup d'intoxication, beaucoup d'incompréhension et beaucoup de contre-vérités qui ont été déployées pour... ce débat, c'est regrettable d'ailleurs. On devrait quand même pouvoir, dans notre pays, avoir un bon débat, rationnel, intelligent, sur l'école de la République. C'est quand même l'avenir des Français et des enfants de France. Donc quand même, avoir le niveau pitoyable de débat qu'on a eu tout au long de ces derniers jours, c'est très regrettable sur un sujet qui est quand même aussi important. Donc sur le fond, la réforme du collège, elle est issue de la refondation de l'école, loi qui a été portée par Vincent Peillon dès 2012. Et nous sommes tout simplement dans la continuité. Je rappelle que la réforme du collège, elle a déjà été votée par les parlementaires, à travers la loi de refondation de l'école de la République portée par Peillon. Aujourd'hui, nous sommes dans la définition de ce que doit être ce collège. Et les choses sont assez simples. C'est que nous avons gardé un principe qui nous est cher, celui du collège
unique. On refuse par exemple le tri scolaire dès la 6e, comme le propose quelqu'un comme Bruno Le Maire et une grande partie de la droite. Eux veulent complètement détruire le collège unique pour faire un collège où on classerait les gens dès le départ. Moi, je pense que quand on a 11 ans ou 12 ans, on ne doit pas avoir son destin figé. Tout le monde doit avoir les mêmes chances. Donc le collège unique Donc on maintient le est collège une bonne unique. chose, mais il pose des problèmes. Et le maillon faible aujourd'hui du système éducatif français, c'est le collège. On a d'abord réformé l'école primaire, parce que c'était la grande priorité, ça a été le début du quinquennat avec Vincent Peillon. La réforme de l'école est passée d'abord par la refondation de l'école par l'école primaire. Aujourd'hui, c'est le collège, et nous voulons garder la spécificité du collège unique, tout en ouvrant 20% du temps scolaire à la discrétion des enseignants pour adapter l'enseignement aux élèves de chaque ça a l'air de leur faire établissement. peur aux enseignants, cette Moi, je crois nouvelle que liberté-là, ils ont l'air de la craindre. L'autonomie leur fait Moi, peur. j'ai le sentiment qu'ils la L'autonomie semble réclament leur faire depuis peur. plusieurs années. Ouais. Et même à droite, l'autonomie dans les collèges, alors pas l'autonomie totale, sans quoi Oui. on aurait des collèges à 2 ou à plusieurs vitesses. Nous avons le collège unique parce qu'il n'y a pas de raison que tous les élèves de la République n'aient pas le droit de réussir. Je suis pour un collège de l'excellence pour tous, et la réforme du collège que nous portons, c'est l'excellence pour tous. C'est le contraire de ce qu'on nous raconte à droite sur cette histoire de nivellement par le bas qui n'a ni queue ni tête. Donc, principe gardé du collège unique, mais en même temps, lucidité sur la situation. 150 000 élèves sortent sans formation ni diplôme à la fin de la 3e. Et donc, vous devez bien adapter l'enseignement sur la réalité concrète et le niveau concret des élèves. C'est pourquoi nous mettons 20% du temps enseignant à la discrétion, justement, de la communauté éducative de chaque établissement pour qu'elle s'occupe des élèves qui sont en plus grande difficulté, qu'elle permette à ceux qui sont en avance d'aller encore plus loin, qu'on rattrape davantage les lacunes qui peuvent exister en français ou en mathématiques, et on préserve les langues étrangères, et puis on les met même à partir de la 5e au lieu de la 4e aujourd'hui, et on triple les postes d'allemand, on maintient le latin et le grec avec le même nombre d'heures, c'est important, et on met aussi des enseignements interdisciplinaires, parce que c'est important aussi de pouvoir développer toutes les aptitudes, y compris intellectuelles, de nos jeunes élèves dans un monde moderne comme le nôtre aujourd'hui au XXIe siècle. Donc ayons ce débat sur le fond, et je suis certain que nous répondons là à une demande qui est celle de la majorité des enseignants de ce pays, de pouvoir avoir un peu de temps, et même beaucoup, 1/5 du temps scolaire, à leur propre discrétion pour qu'ils puissent, eux, répondre aux problèmes concrets, spécifiques de chaque classe. Corinne Laurent-Lacroix. Ne craignez-vous pas cependant de perdre, enfin, une radicalisation de la salle de prof sur la gauche du PS? Est-ce que vous ne craignez pas de perdre une partie de votre électorat? Non. Édouard Dorian-Sipel. Quand je regarde les sondages, les électeurs de gauche soutiennent massivement la réforme du collège, y compris dans le moment où elle était la plus critiquée ces derniers jours. Mais pas les profs de gauche. Mais attendez, ils sont de gauche, que je sache. S'ils sont de gauche, il y a des profs dedans. Il y a près de 60% des électeurs de gauche qui soutiennent la réforme. Vous avez quand même observé, c'est pas tous les jours que ça arrive, que tous les groupes politiques, tous les partis politiques de gauche soutiennent la réforme. À part Jean-Luc Mélenchon, qui est très isolé. Aujourd'hui, même Madame Duflot n'en veut plus. Donc, constatez avec moi que vous avez des écologistes, que vous avez des communistes, que vous avez des radicaux de gauche, que vous avez des amis de Jean-Pierre Chevènement, et évidemment les socialistes, qui soutiennent la réforme du collège. C'est quand même un signal très clair. Et elle est particulièrement défendue dans l'électorat de gauche, auprès de 60%, et je suis convaincu qu'il y a une majorité aussi d'enseignants. Il y a eu encore une fois 27, quelque chose d'enseignants dans la rue, en particulier les gens qui sont dans le SNES, qui de toute façon étaient déjà contre beaucoup de choses. Il faut qu'on arrive à respecter les enseignants. C'est ça L'ennemi, c'est le SNES? Non, moi j'ai pas d'ennemis, Oui. certainement pas parmi les syndicats. Surtout pas parmi les syndicats, tu dis. Non, mais Oui. il faut respecter le dialogue social. On ne peut pas demander qu'il y ait du dialogue social, qu'on revitalise le mouvement syndical qui est quand même à la peine, et en même temps les mépriser. Il ne faut pas de mépris. Ça, c'est la plus mauvaise des choses. Il y a des différences, on les entend, il y a eu des inquiétudes, je pense même qu'elles n'étaient pas fondées au regard du texte. Alain Baran, Radio Notre-Dame. 30% d'enseignants qui manifestent, c'est quand même pas rien. On a l'impression que vous considérez que la réforme est acquise et il n'y a pas de risque de guerre scolaire là-dessus ou de... Je crois qu'il n'y a Édouard plus de risque de Dorian-Sipel. guerre scolaire. Et je ne vois pas pourquoi on ferait une guerre scolaire alors qu'on a un débat démocratique dans le pays. Est-ce qu'on est obligé à chaque fois,
de se brutaliser dans le débat public français quand on n'est pas d'accord. Mais il Après semblerait tout, que on est oui, une majorité non légitime. C'est un sujet sensible. Nous sommes une évidemment, majorité légitime. Non, mais attendez, bien sûr. on ne sort pas, on Bien ne sûr. s'est pas installé à l'Assemblée nationale avec des Kalachnikovs ou même des FAMAS. Merci de nous On rassurer. a été élus par des Français. Oui, bon, donc aujourd'hui, observons simplement, constatons, prenons acte du fait que nous sommes une majorité qui soutenons cette réforme. J'observe aussi que nos électeurs, ceux qui nous ont portés à la représentation nationale, soutiennent cette réforme. Et on est dans notre légitimité de porter ce débat. Il y en a qui ne sont pas d'accord, très bien. Je constate les différences en particulier avec l'UMP, qui est pour une école qui est contre le collège unique. Disons-le. Ils veulent garder l'élitisme et ils ne sont pas d'accord avec moi pour dire que c'est l'excellence pour tous. Il faut qu'à un moment donné, on s'occupe de ces enfants quand même qui échouent à l'école, pour rien d'ailleurs. Tout simplement parce qu'on ne s'en occupe pas. On fait semblant qu'il n'existe pas. 150 000 jeunes Français, encore une fois, sortent sans diplôme, sans formation à la fin de la troisième. C'est insupportable. Personne ne peut accepter cela. Donc sortons de l'hypocrisie, regardons les choses en face. Il ne suffit pas d'avoir sur le papier le collège unique comme une réalité. Encore faut-il qu'on puisse répondre aux problèmes de chaque petit Français ou de chaque jeune Français, parce qu'au collège on n'est pas si petit que cela, en donnant voilà, tous les moyens de la réussite. C'est, encore une fois, un collège qui vise l'excellence pour tous, et ayons le débat. Et puis si on n'est pas d'accord, les Français trancheront dans 2 ans. Corinne Laurent-Lacroix. Oui, je vais sur un autre sujet. La position de fermeté de la France sur les quotas de migrants est-elle compréhensible? Pas de quotas, mais une solidarité européenne. Je résume la tribune qu'a accordée le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve à la Croix. Et il fait la différence entre les réfugiés et les migrants illégaux. Voilà, en Oui, insistant, parce que la Eduardo France Mayen-Sipel. a une tradition, c'est celle de l'asile. Et donc le droit d'asile est le fil conducteur de notre politique en la matière. Donc il n'y a pas de raison d'aller sur ce chemin un peu incompréhensible de quotas pour les pays. C'est vrai que c'est trop rigide, c'est ça qui vous ennuie? Bon, je pense que c'est trop bureaucratique, que ça ne répond pas aux problèmes sur le fond. Il faut sans doute que des pays accueillent davantage de migrants. On ne peut pas toujours laisser les mêmes accueillir ceux qui arrivent sur leur côte. La France peut-elle en fait accueillir beaucoup. plus, oui. La France fait beaucoup. Elle a beaucoup accueilli de Syriens, d'Irakiens, etc. Mais nous avons, encore une fois, nos principes, ceux des règles du droit d'asile que nous avons et que nous allons réformer d'ailleurs. Mais je crois que cette idée de quota, elle ne correspond pas d'ailleurs à une vision qui me paraît bonne pour l'Union européenne. On ne peut pas simplement réfléchir sur cette question-là à travers des quotas. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Au-delà des réfugiés, on voit que la France a des gros problèmes d'intégration quand même de ces immigrés. Tout à l'heure, Frédéric Mounier a rappelé votre parcours personnel. Alors tout le monde ne peut pas devenir député et rendre à la nation ce que la nation lui a apporté. Et comment vous expliquez ces problèmes d'intégration qui sont quand même très, très inquiétants? Eduardo Mayen-Sipel. C'est un problème difficile, mais finalement, je pense que notre pays intègre assez bien et même très bien quand on regarde la réalité en face. Finalement, ça marche? Mais écoutez, je crois que l'intégration marche. Il n'y a pas que mon exemple. Ce sont des millions et des millions de gens qui, grâce en particulier à l'école de la République, s'intègrent tout à fait bien. La vraie question que nous avons, il y a un problème effectivement de communautarisme dans un certain nombre d'endroits. Il ne faut pas se cacher les choses, il ne faut pas se voiler la face. Il y a parfois une offensive communautariste dans un certain nombre d'endroits. Il faut qu'on puisse affronter ce problème avec lucidité et intelligence, sans créer des divisions inutiles, mais il faut, voilà, à chaque fois que nécessaire, rappeler les règles de la République, faire vivre notre laïcité et revenir tout simplement à quelque chose de simple qu'on a peut-être perdu dans les débats ces dernières années, c'est l'esprit de tolérance. Il faut quand même qu'on revienne à ces fondamentaux de la République et de la laïcité. La laïcité, ce n'est pas une guerre contre les religions, c'est l'esprit de tolérance qui permet à chacun de vivre ensemble. Donc là même où il y a des problèmes, même face au communautarisme, il faut être ferme face au communautarisme. il faut être ferme, c'est ça. Mais on a le droit aussi de dialoguer. Quand on est dans une ville et qu'on peut avoir des problèmes de communiatarisme, eh bien on convoque les gens. Comment ça se passe chez vous en Seine-et-Marne? Moi, ça se passe relativement bien. Il peut y avoir des problèmes. Ouais. Dans ma ville, à Torcy, il y a longtemps, il y avait parfois des offensives pour le halal à l'école, dans les cantines. Mais quand vous êtes maire et que vous restez ferme, vous expliquez les choses. Alors, comment vous faites? Eh bien, dans le dialogue. Ouais. Et quand il faut, à un moment donné, quand les gens ne comprennent pas, on est ferme et puis, puis c'est tout. Ça vous est déjà arrivé dans votre Oui, exercice? ça m'est déjà arrivé, mais les gens le comprennent tout à fait bien. Oui. Les gens le comprennent tout à fait bien. Il faut respecter les uns et les autres.
Il faut être souple aussi sur la question des 2 repas à l'école. Je ne suis pas d'accord avec M. Sarkozy qui est là dans une brutalité du repas unique. On n'est pas là pour imposer des plats aux uns et aux autres. Ça coûte pas, ça paye pas de mine quand même d'essayer d'agencer les histoires du repas avec ou sans porc. On a le droit d'être intelligent. On a le droit d'être tolérant, mais il ne faut pas céder sur le chemin du communautarisme. Il faut être ferme et en même temps, il faut être dans le dialogue qui est quand même le préalable pour moi pour essayer de sortir des situations difficiles. Très bien, nous allons marquer une deuxième pause dans cette édition de Face aux chrétiens. Notre invité est le député socialiste de Seine-et-Marne, Eduardo Riancipel. Nous avons encore beaucoup de questions à lui poser. Restez avec nous, merci. Retour sur le plateau de KTO pour Face aux chrétiens. Notre invité aujourd'hui, député socialiste de Seine-et-Marne, Eduardo Riancipel. Il est interrogé par Corinne Laurent pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Benjamin Rosier pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question. Oui, monsieur Riancipel, aujourd'hui, il y a une journée d'action dans les hôpitaux. C'est notamment le problème des 35 heures. Depuis l'instauration de cette mesure, il y a un gros problème d'heures qui sont stockées par les personnels. Monsieur Hirsch et Madame Touraine, visiblement, ne sont pas sur la même longueur d'onde. Comment vous voyez l'issue de ce conflit? Eduardo Riancipel. Il faut regarder cette question avec sérieux. C'est un vrai problème. Il y a un sujet 35 heures à l'hôpital et il faut qu'on puisse respecter les choses. Il y a aussi, je crois, une volonté de notre part, parce que nous avons voté la loi santé, de sortir aussi de ce régime du tout hôpital. Je pense qu'aussi ça, c'est une difficulté fondamentale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à chaque fois qu'on a un petit bobo, aller à l'hôpital. Parce que les urgences sont engorgées. Les urgences sont engorgées, ils doivent avoir d'autres missions. L'hôpital public est disponible naturellement pour tout le monde, mais on doit pouvoir développer. Mais on n'a plus de médecins généralistes. Eh bien, il y en a. Il faut avoir ce plan de développement pour irriguer l'ensemble du territoire et que tout le monde ait accès à un service public de santé digne de ce nom. Je connais bien le sujet, parce que dans ma circonscription, vous avez des zones périurbaines autour de Marne-la-Vallée, et dans ma ville, à Torcy, nous avons ce problème. Nous avons ce problème de toute une génération de médecins généralistes et spécialistes qui vont partir tous en même temps à la retraite. Donc notre ville, si avec le maire, nous n'avions pas travaillé pour créer une maison de la santé qu'on va bientôt inaugurer, pour faire venir de nouveaux médecins, généralistes, un pôle de santé local, disponible pas simplement pour notre ville, mais pour l'ensemble du territoire, eh bien, on ne règle pas ce problème. Il faut de la volonté politique, il faut que l'État soit là aussi pour appuyer ce nombre de démarches, pour créer dans le pays d'autres pôles de santé et désengorger un petit peu les hôpitaux. Mais il est évident que ce sujet des 35 heures, qui ne date pas d'aujourd'hui à l'hôpital, continue de poser des difficultés. Il faut qu'on trouve une solution, notamment pour tous les agents de l'hôpital public français qui, je crois, ont un compte sur lequel les heures s'accumulent. Sur le fond, Eduardo Riancipel, on a l'impression que partout où le gouvernement veut réformer, ça coince. Les profs sont dans la rue, l'hôpital coince, les notaires, les avocats, tout le monde, quoi. Par quel bout il faut prendre la France pour la réformer sur tous ces dossiers dont vous dites qu'ils sont très anciens? C'est sans doute le signe de notre courage politique. Parce que quand vous vous attaquez à des vrais problèmes et que vous ne mettez pas les problèmes sous le paillasson, évidemment, vous avez des remontées critiques. Il y a beaucoup de conservatisme dans notre pays. La France est un pays qui a du mal à se réformer et à sortir d'un certain nombre d'acquis. Moi, je suis pour que nous puissions réformer le modèle français, mais pour qu'on conserve aussi la spécificité du modèle français. La fonction publique, elle a vocation aussi à être réformée de manière intelligente, et on doit repenser la fonction publique, la puissance publique, à l'aune du XXIe siècle, alors que vous avez aujourd'hui le numérique, vous avez la simplification qui est importante, mais force est de constater que c'est un pays qui est difficile à réformer. Je prends ça plutôt comme le signe d'un courage d'un président qui veut faire avancer les choses et changer les réformes par les réformes de notre pays, tout en gardant les traditions auxquelles nous sommes les plus attachés. Corinne Laurent, La Croix. Oui, vous êtes un spécialiste des questions de défense. Est-ce que la nouvelle loi de programmation militaire sera suffisante pour que les armées puissent assurer plusieurs missions de protection des Français, de renseignement, d'opérations extérieures? On a vu que les forces spéciales françaises avaient tué 2 djihadistes au Mali. Voilà. Est-ce que l'excellence de l'armée française, qui agit souvent au nom de l'Europe, pourra continuer
à être... Et comment va-t-on payer tout cela Voilà, aussi comment, C'est une question, Édouard Dorian-Sipel. Est-ce que le budget octroyé par le président sera Voilà, suffisant? les 6 milliards d'euros. Oui, nous avons donné les moyens à nos armées de remplir les missions que le président leur a confiées. C'est aussi simple que cela. Vous avez aujourd'hui, il est vrai, 10 000 hommes et femmes sur des théâtres extérieurs, en opération extérieure, et vous en avez aujourd'hui 7 000 à 7 500 sur le sol national, sur le plan domestique à la suite des attentats du mois de janvier. Et donc, compte tenu de la donne nouvelle, le président de la République a souhaité maintenir le dispositif Sentinelle, 7 000 soldats français pour assurer la protection et la sécurité, notamment de lieux sensibles, notamment de lieux de culte, et aussi cela concerne évidemment des lieux de culte catholiques et chrétiens, parce qu'on a vu l'attentat évité ou déjoué à Villejuif, heureusement d'ailleurs, même s'il y a eu une victime, et il faut s'en souvenir, il y a eu une femme qui a été assassinée par ce terroriste. Nous avons donc besoin de donner les moyens à nos militaires et à la défense française d'assurer ces missions. Ça supposait que l'on donne des crédits budgétaires. Il y a 2 excellentes nouvelles dans ce qu'a annoncé le président de la République. D'abord, vous avez 3,8 milliards supplémentaires pour la loi de programmation militaire jusqu'en 2019. Et puis vous avez aussi, en pérennisation, en crédit budgétaire, ce qui était prévu initialement en ressources exceptionnelles. Il manquait par exemple, pour l'année 2015, 2,2 milliards d'euros sur le budget de la défense, sur les 31,4 milliards. Ils étaient fléchés, ce qu'on appelle en ressources exceptionnelles. Le président a décidé de faire en sorte de combler ce trou par des crédits budgétaires. C'est beaucoup plus Mais pérenne. on les trouve où, ces milliards? Nous les trouverons. Oui. Vous savez pourquoi? Parce que c'est la protection et la sécurité des Français. À un moment donné, il y a des priorités. Si on veut assurer la protection et la sécurité des Français, surtout dans un moment où la menace elle est aussi élevée en matière terroriste, vous devez vous donner les moyens de cela. Ça passe par un effort budgétaire, près de 4 milliards d'euros d'une part, mais ce sont même 6 milliards si vous remplissez en crédit budgétaire. Toutes les façons seront les bonnes, soit de lâcher un peu la bride sur le déficit, et ce n'est pas grand-chose, soit de faire un emprunt, vu les taux d'intérêt du moment, ce n'est pas grand-chose, cela ne coûterait pas beaucoup, soit dans une nouvelle distribution interministérielle. En tout état de cause, la sécurité et la protection des Français sont une priorité que nous ne pouvons pas simplement laisser de côté en raison budgétaire. Et il y a des réunions de ministres européens de la Défense qui se déroulent jusqu'au Conseil européen, jusqu'au prochain Conseil européen. Vous ne trouvez pas que nos amis européens devraient se bouger un petit peu pour participer, être solidaires? Il n'y a pas un mécanisme qui pourrait les faire entrer en jeu? Vous avez raison. Lorsque la France intervient au Mali et au Sahel, elle agit au nom aussi de la sécurité collective des Européens. Et les Européens participent, pas peut-être à la hauteur de ce qu'on aimerait. Et il est vrai que l'Europe doit faire davantage pour assurer la sécurité et la protection aussi de l'ensemble des ressortissants européens, et notamment dans la lutte contre le terrorisme. Je crois que l'occasion de ce Conseil européen du mois de juin, qui sera entièrement consacré aux politiques de sécurité et de défense, est le bon moment pour partager ensemble, pour mutualiser davantage, car force est de constater que la France ne peut pas tout faire. Je prends l'exemple de la Libye, aujourd'hui où c'est un chaos total. C'est une zone de développement, hélas, aujourd'hui du groupe terroriste État islamique. C'est le lieu d'approvisionnement en armes de beaucoup de groupes terroristes, notamment du Nord Mali. Je pense à Mokhtar Belmokhtar, qui a souvent revendiqué d'ailleurs y aller souvent dans le sud libyen pour se réapprovisionner en armes. Mais nous ne pouvons pas intervenir sur un autre théâtre. À un moment donné, nous avons défini un certain nombre de choses dans le livre blanc sur la défense et la sécurité nationale, dont j'ai été membre. C'était à la fin de l'année 2012, début de l'année 2013. Ça a donné lieu à la loi de programmation militaire 2014-2019, avec un certain nombre d'objectifs. On ne peut pas projeter 40 000 hommes partout dans le monde. Ce n'est pas possible. Nous avions défini que nous pouvions déployer 10 à 15 000. C'est là où nous en sommes aujourd'hui. Et nous avons dû donner des moyens supplémentaires en raison de la situation après les attentats du mois de janvier pour assurer la sécurité sur le sol national. Benjamin Rosier, mais j'attends de l'Europe, en effet, davantage de moyens pour lutter contre le terrorisme et assurer la défense aussi de notre continent. Benjamin Rosier, RCF. Monsieur Dorian-Sipel, sur le conflit ukrainien, la France a suspendu la livraison de 2 navires Mistral
jusqu'à nouvel ordre, à la Russie. Est-ce que là, on en est à commencer à rembourser la Russie? La France doit rembourser ou on attend une embellie sur le conflit ukrainien? Et on dit même qu'il va falloir peut-être couler ces bateaux, que ce sera la solution la moins chère. En tout cas, quand même paradoxal, les marins russes que sont rentrés chez eux. Les marins russes sont rentrés chez eux. Édouard Dorian-Sipel. Tout cela n'est pas très sérieux. Non, c'est une décision souveraine du président de la République. Cette décision n'est pas encore prise. Il y a des discussions et des négociations en cours. Il n'est pas dit que ces bateaux ne seront pas livrés. Il n'est pas dit non plus qu'ils seront livrés. Il y a des discussions en cours. Il faut laisser la France et la Russie discuter de manière très tranquille. Il n'y a pas de conflit entre la France et la Russie. Mais pour le moment, la situation ne permet pas à la France de livrer ces bateaux, ces Mistral, donc les BPC, ce sont des porte-hélicoptères en l'occurrence, à la Russie en raison de la situation de crise et de guerre à l'époque avec l'Ukraine. Mais vous nous dites que la décision... Non, je vous le dis, le ministre de la Défense l'a encore dit hier aux questions au gouvernement, avant-hier plutôt, que voilà, la décision n'était pas encore prise. Donc laissez le président Hollande discuter avec Vladimir Poutine et les choses se régleront dans l'intérêt et de la France et de la Russie. Il n'y aura pas de crise sur le sujet, je peux vous assurer. Et ça vous paraît bien parti quand on voit ce qui se passe sur le sol ukrainien, dans le conflit ukrainien, avec la Russie? Moi, je vous dis qu'il y aura une solution. Si on peut les livrer, nous les livrerons. Si nous devons rembourser la Russie, nous les rembourserons. Et je suis sûr aussi que nous pourrons les revendre à d'autres pays intéressés. Mais laissez le président de la République apprécier la situation. Ce sont des sujets sensibles et les choses se passent bien. Vous voyez bien qu'il n'y a pas de crise sur le sujet. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Un autre sujet douloureux, la France est traditionnellement protectrice des chrétiens d'Orient. Est-ce qu'on fait assez pour eux en ce moment? Je pense que la France fait beaucoup pour les chrétiens d'Orient et il est important de mobiliser l'ensemble de la communauté internationale pour sauver les chrétiens d'Orient, que ce soit les Coptes d'Égypte, que ce soit les chrétiens d'Irak et même en Syrie, dans les zones où ils sont en danger. C'est effroyable ce qui se passe. On assassine des gens en raison de leur confession. Ça, c'est quand même l'idéologie totalitaire du groupe terroriste Daesh. On ne partage pas la même religion, on ne partage pas les mêmes idées, donc je vous assassine. Et donc, il y a un danger, effectivement, vis-à-vis des populations chrétiennes d'Orient. La France a fait ce qu'elle devait faire, elle peut toujours faire plus, mais je pense que l'ensemble des pays, l'ensemble de la communauté internationale doit se mobiliser sur ce sujet-là. C'est quand même le berceau aussi du christianisme. On ne peut pas laisser faire cela et ils ont souvent été très protégés, même par les régimes dictatoriaux, il faut le reconnaître, de la région. Mais aujourd'hui, ils courent un danger et je crois que c'est important qu'on puisse se mobiliser de manière radicale pour préserver donc les chrétiens d'Orient. Corinne Laurent-Lacroix. Est-ce que le groupe Daesh n'est pas en train de réussir à mettre en place son projet d'un État islamique à cheval sur la Syrie et l'Irak? Et finalement, est-ce que les Occidentaux ne sont pas en train d'échouer? On avait l'impression qu'ils reculaient et puis on se rend compte qu'ils avancent. Édouard Dorian-Sipel. J'ai toujours dit et j'ai toujours pensé que le combat contre le groupe terroriste État islamique serait un combat de long terme. On ne va pas résoudre le problème en quelques mois. Je pense qu'il y a eu des effets positifs des bombardements de la coalition. Je pense en particulier lorsque nous avons pu aider à la reprise de la ville de Mossoul, qui avait été d'abord conquise par Daesh. Il est évident qu'on ne réglera pas tout avec des bombardements. Vous avez noté qu'il y a une réunion à Paris entre la France et les États-Unis le 2 juin prochain pour évoquer la situation. Il faudra adapter la stratégie. Ce sera d'abord la responsabilité des pays de la région et d'abord de l'Irak d'opérer une intervention au sol. Donc ce sera un combat long. Vous avez aujourd'hui cette situation tragique autour de Palmyre et même à Ramadi. Donc il y a des va et des viens. Il y a eu des reculs de l'État islamique, enfin du groupe terroriste État islamique. Il y a aussi d'autres conquêtes. Il faut vraiment qu'il y ait une large mobilisation et d'abord des pays de la région pour endiguer, éradiquer ce groupe terroriste. Mais encore une fois, ce sera un combat de long terme. Il faut que tout le monde se donne les moyens de le faire parce que c'est notre propre sécurité collective aussi qui, à un moment donné, est engagée. D'abord celle des pays et des populations de la région, mais c'est notre sécurité collective avec les risques terroristes que l'on peut voir. Regardez aujourd'hui comment s'implante Daesh au cœur de l'Afrique, notamment au Nigeria à travers Boko Haram. Je vous le disais tout à l'heure, ça commence à métastaser du côté de la Libye, ça peut prendre du côté de la Tunisie. Je ne vous laisse pas imaginer la situation qu'on peut avoir si on ne s'occupe pas de manière radicale de ce problème. Je pense en revanche
que ce serait une erreur d'envoyer des troupes occidentales en Irak. Ce serait faire le jeu de Daesh qui attendent une confrontation pour rassembler l'ensemble du monde arabe, et notamment sunnite, contre les Occidentaux. Ne commettons pas les erreurs du passé, mais aidons plutôt les pays de la région à trouver des solutions, y compris à les former et à les armer si nécessaire. Benjamin Rosière, CF1. Alors, l'Iran est un pays de la région. L'Iran est très important en soutien des milices, notamment chiites, face à Daesh. Est-ce que vous ne trouvez pas que la France, elle se trompe finalement assez lourdement en jouant d'abord les États sunnites du Golfe contre, ou en tout cas pas assez l'Iran? On voit que les États-Unis sur l'Iran commencent à bouger. Je trouve que la France joue plutôt bien. Et ce n'est pas parce que vous avez des rapports privilégiés, notamment des partenariats militaires, en tout cas des ventes de Rafale avec des partenariats derrière. Je pense au Qatar, je pense à l'Arabie Saoudite. Nous avons déjà des relations évidemment très fortes avec les Émirats Arabes Unis. La France prend, il est vrai, un espace qui a été en partie laissé vacant par les États-Unis. Et nous discutons aussi avec l'Iran. Je vous rappelle que nous faisons partie du G5+2 sur les négociations sur le nucléaire face à l'Iran. L'Iran est une pièce maîtresse pour la résolution d'un certain nombre de problèmes dans la région, que ce soit en Syrie ou en Irak. Je le dis de la manière la plus claire, Bachar el-Assad aujourd'hui n'est que tenu que parce que le régime iranien le maintient à bout de bras. Donc une partie de la solution syrienne dépend de discussions avec l'Iran. Mais la France, elle discute avec tout le monde. Nous avons aujourd'hui des relations privilégiées avec un certain nombre d'États sunnites, mais on ne joue pas les uns contre les autres, on joue tout le monde dans l'intérêt de la France, dans l'intérêt de notre vision, notamment sur la Syrie. Pour nous, c'est ni Bachar el-Assad, ni Daesh. On peut tout à fait discuter avec des éléments du régime syrien, avec les autres forces politiques syriennes, pour trouver une solution à la guerre civile, mais on ne peut pas se résoudre de revenir vers Bachar el-Assad tout simplement parce que nous avons des difficultés aujourd'hui avec Daesh. La France a la raison d'être constante sur ce sujet et je vois la réunion le 2 juin prochain à Paris avec nos amis et partenaires américains comme une bonne nouvelle qui permet peut-être d'échanger sur les solutions à venir. Je pense qu'il y a une solution qui se trouve en partie en Iran. Elle se trouve aussi peut-être en partie avec certains éléments du régime syrien avec lesquels il faut discuter, mais il est hors de question. Et aujourd'hui, tout le monde le sait, enfin même dans la communauté alaouite, je pense qu'ils en ont assez de Bachar el-Assad. Donc ça ne passe pas que par des opérations militaires, ça passera par une résolution politique, que ce soit en Irak ou en Syrie. L'Irak, il faudra bien que les gens se rassemblent à un moment donné. On ne pourra pas avoir encore un comportement sectaire des chiites vis-à-vis des sunnites qui renforce l'État islamique, qui renvoie les sunnites vers l'État islamique. Ça, c'est très dangereux. C'est de tout cela dont nous devons parler. Une dernière question de Anna Baron. Quelques parlementaires français sont allés voir justement à Damas le régime. Ça vous a choqué ça que des Français Bon, j'avais dit à l'époque qu'ils étaient un peu les idiots utiles de la propagande du dictateur sanguinaire Bachar el-Assad. Enfin, franchement, si c'était pour offrir des images de Bachar el-Assad en train de recevoir des parlementaires français, ils ont été totalement manipulés par le régime syrien qui les a accueillis en grande pompe et ça a remis une bille dans les affaires de M. Assad. Ce n'était pas utile. Corinne Laurent, La Croix. Vous disiez dialoguer, il faut dialoguer avec certains éléments du régime syrien de Bachar el-Assad. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et comment discerner? Oui. Ça, c'est le travail des services diplomatiques, peut-être même d'autres services diplomatiques. Je vous disais qu'une partie de la solution se trouve sans doute aussi avec les Iraniens. J'ai la conviction qu'à un moment donné, le régime de Bachar el-Assad et des éléments de son régime lâcheront Bachar el-Assad. Je pense que c'est cela qu'il faut essayer de discuter, comment un certain nombre d'éléments aujourd'hui sont prêts à une transition politique, une transition la plus démocratique possible. Il y a des forces démocratiques en Syrie, notamment l'armée syrienne libre, qui est en difficulté. Mais rappelons-le, c'est quand même Bachar el-Assad qui a sorti tout le monde de ses prisons, tous les fanatiques islamistes, pour avoir ce front, pour essayer de le jouer comme il a toujours fait, pour dire je suis le seul rempart face aux terroristes islamistes. On ne peut plus jouer à cela, et les choses commencent à se retourner, y compris contre ceux qui ont voulu jouer de ces forces-là. On a aujourd'hui l'État islamique qui contrôle un territoire, qui a des moyens militaires puissants, On a changé d'échelle, et donc on a changé de nature en termes d'organisation terroriste.
Merci beaucoup, Édouard Riancipel. Vous êtes député socialiste de Seine-et-Marne. Vous étiez notre invité dans cette édition de Face aux Chrétiens. Notre prochain invité la semaine prochaine sera Jean-Luc Benamias, président du Front démocrate écologique et social. D'ici là, évidemment, vous pouvez retrouver cette émission et toutes celles qui l'ont précédée sur les sites de La Croix, Radio Notre-Dame, RCF et KTO. Merci de votre fidélité et à la semaine prochaine.